sciences de Cherbourg, évidemment savante de contrôler nos publications. On dit tous les 2 ans. J'ai apporté les dernières d'ailleurs. Voilà, ça va les apporter. On a eu la chimie, on a eu l'eau, et on aura encore donc pour le prochain d'autres parties qui sont en gestation. Donc Jacques Foss, non seulement directeur de la société, mais auparavant éminent professeur à l'école des arts et métiers. Conservatoire national des arts et métiers. Conservatoire national des arts et métiers, non pas l'école. Et aussi, alors, à partir d'aujourd'hui, je suis professeur à l'école nationale supérieure des arts et métiers aussi. Mais, 2 choses différentes. Donc je suis à la retraite, j'ai repris des cours. Donc je démarre un cours la semaine prochaine. Plus que moi. Voilà. Pas plus, mais. On va aller dans les besoins. Donc voilà, nous utilisons quelquefois cette salle pour faire des conférences, pour lesquelles on convient le public. Je remercie au passage la mairie pour le prêt de cette salle, vous pouvez voir, c'est bien agréable. Donc ce soir, l'histoire de la fission. En venant, je me demandais un peu pourquoi la fission et non pas la scission. Est-ce que la scission est réservée aux partis politiques et la fission à la zone? Oui. C'est très très précis, la fission, on coupe en deux. Comme les cellules, d'ailleurs, le mot vient de là, hein, c'était la cellule d'abord. Au moins, elle se coupe en deux, c'est la fission cellulaire. Et le mot fission, en fait, est utilisé par les biochimistes, biologistes, bien avant les physiciens nucléaires. Voilà. D'accord. Donc ne confondons pas fission et scission. Voilà. Et j'espère que à la fin de la conférence, on saura tout sur... Et que ce ne soit pas des produits de friction non plus. Bon, bah, je vais voilà. Ah ben on a encore des livres. Bien, j'ai un numéro pour surveiller l'heure. Donc je démarre. Alors en fait, l'opportunité de cette conférence, c'est les problèmes de date, parce que la découverte de la fission, c'est 1938, et donc en 2018, ça sera les 80 ans donc de cette découverte. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est une histoire amusante, parce que ça a vraiment... ça a pataugé pendant très très longtemps, et vous allez comprendre pourquoi. Et en plus, donc, la fin de cette découverte, c'est sur la première fois que l'homme a contrôlé la réaction, c'est-à-dire a montré qu'on pouvait fabriquer des réacteurs nucléaires en maîtrisant la réaction. Et ça, c'était le 2 décembre donc 1942. Et donc, le 2 décembre dernier, c'est pas si vieux que ça, puisqu'on est le 14 décembre, c'était donc les 75 ans de la pile de Fermi. Donc, ceci et cela m'ont conduit à préparer une conférence en disant, bah tiens, c'est l'opportunité. Donc ça, c'est voilà, la pile de Fermi, mais on en reparlera tout à l'heure en détail. Et donc, je voulais tout d'abord un petit peu planter le décor pour qu'on comprenne pourquoi ça a été aussi difficile que ça. Alors ça, j'ai déjà présenté ça dans d'autres conférences, parce que l'histoire de l'atome, comme vous le voyez, elle est très 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 ancienne. On est au IVe siècle avant Jésus-Christ, et ce philosophe-là, Démocrite, quand il écrit ça, il a tout compris, quoi. Bon, le problème, c'est que évidemment, on l'a pas cru, parce que c'était ce qu'on appelle de la pensée pré-scientifique, c'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur une expérience. À l'époque, vous aviez une autre pensée, une autre école de pensée qui disait la matière, c'est de l'eau, de la terre, de la boue, je mélange tout ça, comme disait Gottlieb, et je fais un boulon de 12. Et bon, lui, c'était autre chose. Et tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure, on coupe. Et on coupe, et après, on peut plus couper. On est tombé sur la brique essentielle, et donc, ça veut dire que tout le reste, c'est tout ça qui s'accumule. Vous voyez, le doux et l'amer, le chaud et le froid, les couleurs ne sont que des apparences. En réalité, il n'y a que les atomes et le vide, et c'est encore pire que ça, vous allez voir. En réalité, donc, il n'y a que les atomes et le vide. Tout ce qui existe résulte des chocs et des combinaisons qui ont lieu entre d'infimes corpuscules insécables. Tout ce de la même matière est doué de mouvement, les atomes. Alors évidemment, comme il pouvait comprendre, ces atomes, ils sont invisibles. Donc on est, vous voyez, moins 460 à moins 370 avant Jésus-Christ. Alors je viens de dire du bien d'un philosophe, je veux dire du mal d'un autre. 2000 ans après, vous voyez, Leibniz écrivait « Car s'il y a des atomes dans la nature, cela irait contre les plus grands principes de la raison. »
Alors à l'époque, on disait pas tout ce que vous dites, c'est que des bêtises, ou des... on dit mon cher ami, quand même, ce que vous dites, ça va contre les plus grands principes de la raison, mais ça veut dire la même chose. Hein. Il aurait mieux fait de se casser la jambe ce jour-là à Leibniz, parce que vous voyez, ça va le poursuivre maintenant, hein, pour les siècles des siècles. Alors, on arrive en 1895, et en fait, quels sont les progrès à ce moment-là par rapport à Démocrite? Ben, en fait, le modèle de l'atome, alors on était à peu près sûr là, bon, que effectivement les atomes ça existait, c'était clair. Et le modèle, en revanche, c'est une petite bille pleine. Hein, l'atome, c'est ça. Hein. La seule avancée qu'on avait faite était sur les dimensions. L'atome, c'était à peu près ce qu'on appelle l'angstrom, c'est-à-dire en fait un dixième de milliardième de mètre. Voilà. Donc les progrès, c'est ça. Mais alors, cette bille, c'est vraiment comme une boule de billard. On ne peut pas la pénétrer, hein, c'est clair. Bon. Alors, sauf que, ben justement, la découverte de la radioactivité par des Français, et puis d'autres encore, vous voyez, les travaux donc de Thomson, on en a parlé, Rutherford, Pierre et Marie Curie, la fille Irène et Frédéric Joliot-Curie, donc, je vais vous reparler d'eux tout à l'heure, et James Chadwick, qui va découvrir le neutron. Ils sont 7, mais ça fait 8 prix Nobel, puisque Marie Curie, comme vous savez, elle a eu 2 prix Nobel à elle toute seule. Ça reste la seule personne à avoir eu d'ailleurs 2 prix Nobel dans 2 disciplines de sciences dures différentes, physique et chimie. Hein. Personne n'a fait mieux depuis elle, depuis plus d'un siècle. Alors, quels sont les progrès? Donc, alors, l'électron, ça y est, l'électron, il est là. Il est considéré en fait comme une particule fondamentale, même encore aujourd'hui, il est considéré comme une particule fondamentale. Il est électriquement négatif. Et il y a un noyau aussi, dont on va reparler, dans l'atome, en réalité, et les électrons, en fait, ils tournent autour de ce noyau, et ils sont peu liés, et peuvent donc faire des échanges, vous voyez, entre atomes pour fabriquer des molécules. C'est la base de la chimie. Voilà. Tout ce qui existe résulte des chocs et des combinaisons qui ont lieu, vous savez, ce qu'avait dit Démocrite, en fait, 2400 ans avant, ah ben, on est toujours là. Hein. Bon, et alors ça, c'est important pour ce que je vous dirai après, en fait, l'identification d'un élément se fait uniquement par son comportement chimique. La façon dont il va s'allier à d'autres. C'est comme ça qu'on dira, ah ben ça c'est du fer, parce qu'il a telle propriété chimique, il va s'allier avec ce ciseau-là, et les sels vont avoir telle couleur et tout. Ça c'est du nickel parce que, etc. Ça c'est de l'uranium parce que, uniquement la chimie. Hein. Donc les physiciens, ils peuvent découvrir des éléments, mais ils sont incapables d'identifier ce qu'ils viennent de trouver. Il n'y a que les chimistes qui sont capables de faire ça. Alors le noyau lui-même, ben, lui il est constitué de ce qu'on appelait à l'époque deux particules fondamentales, sauf qu'aujourd'hui on sait qu'elles ne sont pas fondamentales, mais pendant longtemps c'était comme ça. Le proton, donc chargé d'électricité positive. Alors, en avant-première, je vous en ai apporté, voilà un noyau, voilà. Et puis j'ai aussi dedans, normalement, j'ai aussi un proton et j'en ai des plus gros là pour que vous les voyez, comme aussi, voilà. Voilà, un proton et un neutron. Et j'en ai de la même taille, voilà, ils sont là, tous les deux. Voilà, donc vous voyez, voilà, ça c'est les protons et les neutrons, voilà, la taille de ça. Pour vous donner, alors juste, je fais une toute petite parenthèse pour vous montrer quand même l'image de la matière. C'est que si le noyau avait cette dimension-là, les autres noyaux sont où? Il y en a un à Valogne, il y en a un à Barfleur, il y en a un à Auderville, il y en a un à Flamanville, et entre, il n'y a rien, le vide. Sauf des électrons qui se baladent à 20 000, 30 000 km par seconde. Voilà. Et qui font cette espèce de nuage électronique qui font qu'on a l'impression que c'est l'atome lui-même qui est une grosse bille, mais pas du tout. Quand on est au niveau de la vitesse de ces particules-là, ben on voit rien. On a un noyau, en gros, ici, comme ça, tous les 20 km. Et ça pèse 600 milliards de tonnes. Enfin, avec cette dimension-là. Donc ça vous donne une idée de ces chiffres un peu fous dans lesquels, effectivement, on navigue. C'est moi qui... Ah oui, c'est le micro. Les chiffres dans lesquels on navigue quand on est un physicien nucléaire. Oui, on est vraiment dans un autre domaine. Donc le proton, lui, ben, il est chargé positivement, il va équilibrer la charge avec les électrons, donc je retourne proton d'électrons. Et le neutron, en fait, son rôle, c'est de coller comme ça. Vous l'avez vu mon noyau, hein, donc j'ai tous mes nucléons qui sont collés. Et sa mission essentielle, c'est celle-là. Il contribue évidemment à la masse, mais essentiellement lié par une force, vous voyez, qui est absolument exceptionnelle. Je vous dis ça parce qu'on comprend après pourquoi on n'imagine pas qu'on va pouvoir casser un noyau.
1 million de fois plus grande en fait que celle qui lie les électrons. Hein. Et pourtant, comme je le mets sur la diapo suivante, si mes souvenirs sont bons, voilà, il faut déjà, on le sait, monter à des températures très élevées pour libérer les électrons du noyau. Or là, on est à 10 millions de fois plus fort, ce qui est lié entre ces nucléons là, dans le noyau. Donc comment pourrait-on briser ces noyaux, maintenant qu'on sait que ça existe? C'est évidemment inimaginable, ou comme aurait dit Leibniz, cela va contre les plus grands principes de la raison. Or, c'est ce qui va se passer dans des expériences, c'est-à-dire on va casser effectivement ces noyaux, sans pouvoir imaginer évidemment qu'on peut les casser, et en plus on cherche autre chose. Bon. Et en plus, ce noyau il va se casser sous l'impact d'un neutron qui apporte quasiment aucune énergie, qui arrive tout doucement. S'il arrive vite, il va rebondir, il va repartir. Il faut qu'il arrive tout doucement sur le noyau pour que le phénomène ait lieu. Peu importe l'unité, vous voyez 0,025 électronvolts, c'est-à-dire 1/40e d'électronvolts, alors que l'énergie qui lie mes nucléons là-dedans, c'est des millions d'électronvolts. Alors on dit comment qu'un petit truc qui apporte comme ça 40e d'électronvolts, qui peut casser des choses qui sont liées par des millions d'électronvolts. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Et ça vous montre un peu voilà, la difficulté. Donc, maintenant que j'ai planté le décor, je vous raconte l'histoire. Alors, les acteurs de la découverte sont là. James Chadwick, donc celui qui va découvrir le neutron, donc tout à partir de là. Enrico Fermi, donc qui va utiliser ce neutron, comme je vais vous le dire. Otto Hahn, donc qui est un chimiste. Lise Meitner, une physicienne qui travaille avec Otto Hahn. Et Irène Joliot-Curie. Donc vous voyez, on a un Anglais, un Italien, un Allemand, une Autrichienne et une Française. Alors, ce neutron dont j'en ai parlé, il est découvert en 1932, et donc c'est un des deux constituants du noyau. Il a à peu près la même masse que le proton, mais l'avantage, évidemment, c'est que sa charge électrique est nulle, c'est-à-dire que je peux faire des chocs avec des neutrons, évidemment, comme je joue avec des billes. Hein. Moi, quand j'ai toujours enseigné la neutronique avec des sacs de billes, hein, parce que c'est comme ça. Voilà. On explique beaucoup de choses comme ça. C'est des chocs qui sont absolument identiques. Hein. Donc, alors, ça marche mieux avec les garçons qu'avec les filles, évidemment, parce que les garçons ils jouent aux billes, les filles un peu moins. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon. Donc, c'est une particule idéale, évidemment. Si vous prenez un proton, il faut le rapprocher. Le noyau étant positif, le proton étant positif, il va se repousser. Donc, c'est difficile de faire des choses. En revanche, comme le neutron n'a pas de charge, il s'en fout que ce soit chargé positivement le noyau. Donc, du moment qu'il est tout doucement, plouf, il va effectivement pouvoir se lier à ce noyau, et puis il va modifier évidemment la structure du noyau, si on fait ça. Alors, il faut qu'il soit lent. Si vous prenez le problème de billes, vous allez comprendre, parce que quand on dit qu'un neutron est absorbé par un noyau, on dit qu'il tombe dans le puits de potentiel nucléaire. Et si vous avez joué aux billes, dans les circuits de billes, vous savez, vous avez des creux comme ça, vous avez des espèces de puits, et tous les garçons savent bien que si on veut franchir le puits pour aller de l'autre côté, eh bien, il faut que la bille elle soit rapide. Et si elle est lente, eh ben, elle tombe dans le puits. Eh bien, la neutronique, c'est pareil. Il faut que le neutron il soit lent pour tomber dans le puits de potentiel. Donc, c'est exactement la même chose. Hein. Et s'il est trop rapide, ben non, le temps d'interaction est trop court, ça ne marche pas. Alors, s'il est absorbé par un noyau stable, ce neutron, ben évidemment, il va modifier la structure de ce noyau, puisque je vais avoir un neutron en plus d'un seul coup. Donc, ça va lui faire perdre sa stabilité à ce noyau. Et le nouveau noyau, il va avoir trop de neutrons, bien sûr, puisqu'il y en a un en plus. Et à ce moment-là, ben, pour qu'il retrouve sa stabilité, il va transformer, en fait, ce qui est tout à fait possible, ce neutron en proton. Et à ce moment-là, eh bien, je vais gagner une place, voilà, dans la classification. Puisque là, j'ai 6 protons. Si je transforme un neutron en proton, ben, j'en vais avoir 7, je vais devenir d'azote. Puis après, je vais devenir 8, etc. Donc ça, c'est la classification d'aujourd'hui. Elle est tout à fait récente. Si vous voulez connaître l'histoire de tout ça, j'ai dit que j'allais faire la pub pour nos mémoires de la Société des sciences. Dans le dernier qui est sorti, qui est celui-ci, vous avez toute l'histoire de ces 118 éléments. Hein. N'hésitez pas tout à l'heure, si vous voulez vous inscrire pour qu'on vous en envoie, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est bleu ici, pas le blanc, hein, mais tout ce qui est bleu, c'est uniquement radioactif. Hein. Lui, il ne devrait pas être blanc. Je ne sais pas pourquoi il est blanc, il devrait être jaune comme les autres.
Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'éléments, y compris à des niveaux qui sont voilà, CAS 43, on n'est pas très loin du début quand même. Donc ben, Fermi dit, bah tiens, voilà, bon, ça me fait un bon boulot, ça va me faire des publications scientifiques, je vais bombarder tous les éléments qui existent de la nature avec des neutrons, puis je vais regarder ce que ça donne, et puis ben, je vais pouvoir effectivement les étudier. Jusque-là, ça pose pas de problème, puisque s'il fabrique un autre élément, on connaît la chimie des autres éléments, donc on saura quel élément il a fabriqué. Donc l'histoire dit qu'il va même emprunter de l'or à un bijoutier pour bombarder de l'or, voir ce que ça donne, etc. Bon. Et voilà. Et il fait des publications comme ça, bon, ça continue. Et jusqu'au jour où il se dit, ben bon, quand même, je suis idiot, là, je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de perdre mon temps parce que, bon, c'est bien, mais c'est du petit boulot, quoi. Bon, parce que c'est des éléments que je connais déjà. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je bombarde le dernier connu à cette époque-là, qui est le Dossard 92, l'uranium. Il n'y a rien derrière. Bon. Et donc, puisque à chaque fois que je bombarde avec de l'uranium, avec un neutron, n'importe quel élément, puisque j'obtiens l'élément d'après, et ben là, je vais effectivement fabriquer le 93. Et je serai ainsi, voilà, le premier homme à avoir synthétisé un élément au-delà de l'uranium. Et sous-entendu, j'aurai le prix Nobel. Donc voilà ce qu'il pense. Hop, et après peut-être continuer. Si ce n'est, voilà, vous avez compris maintenant que ben, lui c'est un physicien, c'est pas un chimiste, et il faut qu'il demande au chimiste, ben voilà, regardez la chimie de ce que vous obtenez, bon vous avez forcément la chimie de l'uranium, puisqu'il aura de l'uranium, et puis vous avez une autre chimie à côté, et ben dites-moi ce que c'est, et puis si vous trouvez une autre chimie, bingo, voilà, j'ai fabriqué le 93. Et évidemment, c'est là que les ennuis de ce pauvre Enrico vont commencer, quoi. Pourquoi? Ben parce que, voilà, en fait, le noyau va se casser en un noyau beaucoup plus petit. On va retourner quelque part dans la classification avec quasiment, vous allez le voir, toutes les propriétés chimiques. Donc maintenant, il en reste 3. Voilà, les 3 derniers acteurs de cette découverte sont là. Donc vous retrouvez Lise Meitner, Otto Hahn, donc une physicienne, un chimiste, et encore une autre chimiste, Irène Joliot-Curie. Personne, évidemment, imagine que le gros noyau d'uranium va se casser en deux. En plus, à chaque fois, on a des produits différents. Donc on a une centaine de produits différents. Si vous regardez ici, ça c'est ce qu'on a dans un combustible usé ici à l'usine de Lac. Vous regardez tout ce qui est vert, vous regardez pas les autres, mais vous regardez tout ce qui est vert. Et tout ce qui est vert, ce sont les produits de fission. Tout ça, c'est produit dans la fission de l'uranium. Donc vous avez toutes les propriétés chimiques, même des gaz rares. Vous voyez, vous avez tout là, et même tout ici, voilà, les lanthanides. Il y a toutes les propriétés chimiques. Donc il y a un mélange. Et c'est pour ça que ben, cette histoire, maintenant, elle va être longue, en fait, à développer. Alors Fermi, bon, il s'agace un peu de voir que les chimistes, en gros, ils se creusent le crâne en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Alors lui, il est persuadé, en fait, il dit, bon, bah allez, j'ai pas découvert un élément, mais puisqu'il y a beaucoup de chimie, j'en ai découvert plusieurs. Voilà, mais au-delà de l'uranium. Évidemment, sans pouvoir le prouver. Tout ce qu'il peut faire avec son équipe, vous le voyez, c'est faire une étude radiométrique, c'est-à-dire d'étudier l'énergie et la nature des rayonnements qui sont émis. C'est tout ce qu'il peut faire. Ça, c'est la physique. Et vous voyez, dès l'été 34, il dit, ben voilà, j'ai mis en évidence 4 nouveaux radioéléments de période. Alors la période, je ne sais pas si tout le monde sait, mais donc c'est le temps au bout duquel il reste la moitié du produit. Donc vous voyez, quand vous avez une période de 10 secondes, ça veut dire qu'au bout de 10 secondes, il en reste la moitié, au bout de 20 secondes, il en reste le quart, au bout de 30 secondes, etc. etc. Hein. Bon, donc 10 secondes, 40 secondes, 13 minutes et 1,5 heures. Bon, or les deux derniers, 13 minutes et 1,5 heures, ne sont les isotopes d'aucun élément connu. Donc ce sont des radioéléments que personne ne connaît. Et donc il se dit, bah voilà, ben, c'est mes éléments 93 et 94. Et puis il leur donne des noms. Du coup, il dit, bah voilà, puisque je les ai découverts, ben, je vais leur donner un nom, il les appelle Osenium et Hesperium. Osenium, c'est le nom poétique de l'Italie, il reste très italien, le nom poétique de l'Italie, et l'autre c'est le nom grec de l'Italie, donc voilà, il les appelle Osenium et Hesperium.
On retrouvera ça, vous verrez tout à l'heure, même dans son discours Nobel. Parce qu'il a quand même eu le prix Nobel. Alors, dès le 17 novembre 1934, Aristide von Gross, qui est un chimiste allemand, il publie donc dans Nature un article en disant que non, pas du tout. En fait, ce qu'il a trouvé, c'est le 91, c'est-à-dire l'élément qui est juste avant l'uranium, qui est déjà bien connu, qui a d'ailleurs été découvert, vous voyez, en 1917, par Otto Hahn et Lise Meitner. Et voilà pourquoi, d'un seul coup, Otto Hahn et Lise Meitner se mettent à travailler là-dessus. Alors, la petite histoire dit que von Gross était un élève de Otto Hahn et que Otto Hahn n'aimait pas beaucoup. Donc, il a dit, le premier truc qu'a pensé Otto Hahn, il dit, bon, ouais, là, non, il est en train de nous dire une bêtise. Donc, il dit donc à Lise Meitner qui travaille avec lui, allez, on se met là-dessus, et puis on regarde, à mon avis, non, il s'est trompé. Et donc, vous voyez, très vite, puisqu'on était à la fin de 1934, en janvier 1935, dans Naturwissenschaften, donc Otto Hahn et Lise Meitner excluent l'hypothèse de von Gross, et ils vont un peu plus loin, ils disent, et on peut se rendre compte, puisque 91 c'est avant 92, donc c'est un élément inférieur, il dit, il est facile de voir que les réactions que nous avons 91-92 est TOC pour von Gross, mais bien tous les éléments jusqu'au mercure, c'est-à-dire de Z égale 80 jusqu'à 92, circuler, il n'y a rien à voir. Hein, ça ne peut pas être ça. Sauf peut-être, il parle de l'écaïode, parce que vous allez voir sur la classification, à cette époque-là, c'est un élément qu'on n'avait pas encore découvert. C'est la stat. Donc pour l'instant, c'était une case blanche dans la classification. Alors ils ne veulent pas trop se mouiller, puisqu'on ne l'a pas découvert, ils ne peuvent pas dire que ça ne peut pas être ça. Mais ils disent en tout cas, voilà. Mais nous, on pense que, d'accord avec Fermi, cette fois-ci, vous voyez, les 13 minutes et les 90 minutes, l'heure et demie, sont au-delà du 92. Donc là, pour l'instant, ils sont d'accord avec Fermi. Donc, alors voilà ce qu'ils disent, vous voyez ici, voilà, c'est la stat ici, donc là, ils ne savent pas, mais ils disent en tout cas, hop, tout ça, c'est pas possible, et donc, c'est probablement ces deux-là. Donc, c'est retour à Enrico Fermi, évidemment. Donc, ils disent, bah, le corps de 13 minutes de période pour être l'élément 93, celui de 90 minutes, l'élément 94, puisque chimiquement, effectivement, ils ne sont pas semblables, donc c'est forcément deux éléments différents. Alors pourquoi 13 minutes pour l'un et pour le 93 et pas le 94, ça personne n'a jamais su pourquoi. Et donc, ben, vous voyez, tous les laboratoires européens s'en mêlent, et comme la langue française est bien faite, les laboratoires européens s'en mêlent. Première réaction, alors une autre chimiste, Ida Noddack. Alors Ida Noddack, c'est assez curieux, vous allez voir. Donc elle c'est quand même une bonne chimiste, elle a découvert l'élément 75, qui est le rhénium, celui qui était en case blanche tout à l'heure. Et à la suite de la publication, elle dit, puisqu'ils ont dit, non, pas jusqu'au plomb, non, faut pas s'arrêter au plomb comme l'a fait Enrico Fermi, faut même pas s'arrêter au mercure, comme viennent de le dire Otto Hahn et Lise Meitner, mais, et regardez, ça c'est vrai, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit la vérité, lors de ces désintégrations provoquées par des neutrons, il serait concevable que ces noyaux se brisent en plusieurs gros morceaux qui seraient certes des isotopes d'éléments connus, donc d'éléments plus petits, sans être voisins de l'élément irradié, c'est-à-dire sans être voisins de l'uranium. Mais elle n'entreprend aucune expérience là-dessus, et puis comme c'est une hypothèse à laquelle personne ne peut penser, on dit, oh bah Ida Noddack, elle vient de raconter n'importe quoi, allez c'est bon, allez nous on continue sur notre 93 et notre 94. Alors, nouvelle hypothèse de Otto Hahn et Lise Meitner, comme il y a vraiment beaucoup de propriétés chimiques découvertes, ils disent, ben, à la fois, on a des éléments en dessous de l'uranium, malgré tout, 90, 91, 92, et puis au moins 3 derrière, et vous voyez, on les nomme en analogie EK quelque chose, c'est-à-dire EK rhénium, EK osmium et EK iridium. Donc là, voilà. À ce moment-là, on dit, ben, on en aurait 6. Bon. Alors, il faut même des mesures. Alors, je vous ai mis là, vous voyez, c'est une publication de mars 1936. Là, vous avez la vérité hein, d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la vraie valeur des périodes. Et puis là, bah, vous avez... Alors là, il n'y a pas trop d'écart, ça va, mais... Bon, il y a des fois, ici, 24 minutes, alors que c'est 703 millions d'années, on est quand même loin du compte. Hein. Donc, 40 secondes, 6 jours, 16 minutes, c'est 2 millions d'années, 12 heures, 45 jours, 10 secondes, 23 minutes, là, 36 jours pour 2 minutes, là, 24 000 ans pour 59 minutes, et 12 heures pour 3 jours. Donc, vous voyez, ça patouche quand même pas mal. Hein. Mais à l'époque, évidemment, ils ne pouvaient pas le savoir.
autre chose quand même que ça a bien les chimiques, c'est ces gros noyaux, et on sait bien ça ici à La Hague, ben, les gros noyaux au-dessus de 200, en fait, ils font ce qu'on appelle la désintégration alpha. C'est-à-dire que, comme ils sont très très gros, ils lâchent un petit noyau très solide de 2 protons, 2 neutrons, qui est le noyau d'hélium. Donc ça, à l'époque, on sait que tous les noyaux de masse supérieure à 200 font de l'alpha, émettent des alphas. Et là, assez curieusement, non, aucun. Donc on parle du 235 jusqu'au 239, et jamais on voit une désintégration alpha. Donc déjà, les physiciens disent c'est quand même bizarre. Alors je peux vous dire qu'effectivement, ces éléments-là, il y en a beaucoup qui font de l'alpha, en réalité. Si jamais ça avait été la réponse. Alors, un troisième chercheur, Fritz Strassmann, donc se joint au duo Anne Meitner. Donc c'est le même à 2 périodes de sa vie. On reconnaît un peu le sourire, mais on voit qu'entre-temps, il avait profité quand même de la bonne chair. Et pareil, Otto Hahn et Lise Meitner aussi ont quand même bien vieilli par rapport aux années 30. Donc on a maintenant un trio, c'est un radiochimiste qui est quand même déjà connu à cette époque-là. Alors on arrive à Paris, à l'Institut du Radium, rue Pierre et Marie Curie aujourd'hui. Hein. Donc Irène Joliot-Curie, voilà, elle dit, bon ben je vais m'intéresser à ça parce que quand même c'est assez bizarre. Donc elle étudie les substances radioactives produites en bombardant de l'uranium. Alors un problème auquel était confronté Otto Hahn et qu'on connaît bien lorsqu'on est physicien ou chimiste nucléaire, c'est que quand vous avez un composé radioactif, si vous avez un élément radioactif, forcément il se transforme en un autre. Et vous avez beau l'avoir hyper pur, d'un seul coup comme ça, il va se polluer avec ses descendants, forcément, puisqu'il va se désintégrer, une partie va se désintégrer. Autrement dit, au bout d'un moment, ben, votre produit hyper pur, il n'est plus du tout hyper pur, il est pollué avec d'autres composés. Et ben, il n'y a pas moyen, sauf de refaire à nouveau des séparations chimiques. Or, elle dit, ben, voilà, Otto Hahn, il est en train de se planter à cause de ça. En particulier, vous voyez, l'un des descendants donc, de l'uranium, c'est le thorium-234. Il est extrêmement gênant. Et ce qu'elle fait, elle dit, ben, puisque allez, je ne vais pas passer mon temps à purifier, donc je vais mettre des écrans entre la source, vous voyez, le détecteur. Le thorium-234 a des rayonnements d'énergie assez faibles. Et elle dit, ben, moi je vais étudier les autres. C'est-à-dire, ceux qui sont plus énergiques, ceux qui vont traverser l'écran, et comme ça je ne vais plus être emmerdé par le thorium-234. Ce qui pollue, entre guillemets, aussi les raisonnements donc, de Otto Hahn. Et ça marche. Et elle trouve une émission de rayonnement qui provient d'un radioélément que Hahn et Meitner n'ont absolument pas décrit, dont la période serait de 3,5 heures et qu'elle appelle R3,5H, R pour radioélément et 3,5H évidemment pour la période. Et elle fait une publication en disant, ben, bon, voilà, ça pourrait à la rigueur être du thorium, parce que peut-être qu'à la suite, effectivement, de l'absorption d'un neutron par cet uranium de masse 238, hein, à l'époque on parlait que de celui-là, ça fera donc du 239, forcément, et voilà une émission alpha, parce qu'elle savait qu'il y avait des émissions alpha, j'ai donc du thorium-235. Alors évidemment, la publication arrive chez Otto Hahn et Lise Meitner, et ils n'y croient pas. Et ils affirment même en disant non, elle s'est trompée. En fait, il y a 2 corps, vous voyez, il y en a un qui a une période de 2 heures, et puis une autre qui a une période plus longue, ce qui fait que globalement, on croit que c'est une période de 3h30, mais il n'y a pas du tout d'éléments de 3h30. Et ils envoient une belle lettre à Irène, des lettres qu'on retrouve aujourd'hui dans le musée de l'Institut du Radium, et que je vous mets ici. C'est assez amusant d'ailleurs de voir comment c'est écrit. Donc on est à Berlin, vous voyez, donc le 20 janvier 1938. Chère Madame Curie, le motif de nos thèses est le travail que vous avez publié, dans lequel vous mentionnez un isotope du thorium, ce qui a suscité de notre part un intérêt particulier. Étant donné que nous croyons avoir des preuves très convaincantes que ces corps n'existent pas, nous aimerions vous faire part de quelques-uns de nos arguments. Nous aimerions connaître votre opinion sur les arguments développés ci-dessus, donc qui développent ici. Si vous vous rangiez à notre avis, le plus simple serait que vous publiiez une note dans votre revue. Dans ce cas, nous, on ne publiera rien. Hein, d'ailleurs, de dire en gros, vous êtes planté. Hein. Donc, si vous reconnaissez que vous êtes planté, si vous publiez que vous êtes planté, nous, on ne dit rien. Si vous ne reconnaissez pas, alors, nous, on y va, et puis on va vous massacrer, quoi.
avec nos meilleures salutations, ainsi qu'à Monsieur Joliot, etc. Alors, donc échange de balles. Donc Irène Joliot-Curie admet qu'effectivement, c'est pas du thorium, mais étrangement, il a les propriétés chimiques des éléments qui se trouvent là, qui sont des petits éléments, hein, ce qu'on appelle la famille des terres rares ou des lanthanides du nom du premier. Et évidemment, c'est impossible. Alors, elle dit, oh là, plus ça va, plus on s'enfonce là, parce que j'ai dit que c'était du thorium, Hahn et Magner m'ont dit c'est pas ça, je reprends mes trucs, et je trouve les propriétés chimiques comme une terre rare. Bon, le 21 mars 38, vous voyez, dans une note, en fait, du coup, Irène Joliot-Curie se range du côté des Allemands, en disant, bah oui, bah, ça doit être un élément, ce qu'on appelle transuranien, c'est des relats d'uranium, un de ceux-là, bon, en indiquant toutefois que si c'est ça, ben, il y a des propriétés très différentes de ce qu'on pensait de ces éléments-là quand même, hein, parce que on pense toujours que ce sont des homologues de ceux qui sont par ici. Or, elle, c'est pas ce qu'elle trouve, quoi. Mais elle dit bon, on va faire descendre un peu la pression, hein, et ouais, on va dire comme eux que bon. Voilà. Alors les Allemands donc pensent qu'effectivement, du coup, sans citer du tout ce que viennent de dire les Français, hein, ils disent bon bah ça se rapproche de l'iridium, donc on en a encore un ici, voilà, qu'ils appellent écairidium, qui serait l'élément 95, dont on sait aujourd'hui que c'est l'américium. Donc à nouveau, on a un élément comme ça en plus. Petite parenthèse, 12 mars 38, donc Hitler envahit l'Autriche. Lise Wagner, donc, est de confession juive. Elle était protégée jusque-là donc, par son statut d'Autrichienne, et ce jour-là, eh bien évidemment, en fait, les nazis arrivent dans son labo, cassent tout ce qu'il y a. Alors c'était quand même une personne qui avait de l'autorité et tout, elle dit qu'est-ce que tu es en train de faire, et la traite de sale juive et tout, en disant de toute façon, t'en as pas pour longtemps, tu vas voir d'ici 2-3 jours, on vient te chercher, puis c'est terminé. Donc il y avait un jeune chercheur suédois qui était dans le laboratoire en visite, et avec Otto Hahn et Strassmann, ils disent bah, qu'est-ce qu'on fait, et cette pauvre femme, elle part en fait cachée dans le coffre de la voiture du jeune physicien suédois, en espérant qu'à la frontière on ne va pas faire ouvrir le coffre, et elle se réfugie comme ça donc en Suède. Donc oui, après 30 ans de travail au Kaiser Wilhelm Institute. Bon, alors Otto Hahn, vous allez le voir d'ailleurs dans la suite, c'est assez émouvant, il est vraiment, ça le perturbe, et on comprend, hein, ça fait 30 ans quand même qu'ils travaillent ensemble. Ils vont continuer une correspondance régulière entre les deux, et bah, du coup, voilà, maintenant on retrouve, parce qu'on dit que la découverte c'était Hahn et Strassmann, donc vous voyez pourquoi, c'est-à-dire qu'à partir de là, ben, le trio redevient un duo, et donc c'est Strassmann et Hahn qui reprennent les travaux. Alors, échange de balles toujours. Donc, malgré tout, ils ont beau parler de l'écairidium, l'écairidium qu'ils pensent avoir trouvé, c'est pas du tout le radioélément de période 3,5 heures d'Irène Joliot-Curie. Et eux, ils pensent qu'en fait, ce sera un mélange de deux corps, dont l'un serait du radium. Ils parlent pas de l'autre, mais ils disent, bon ben, l'un serait du radium, et le radium, c'est pas très loin des propriétés du lantane et du barium, puisque le barium est là. Et ça expliquerait, c'est écrit comme ça dans la publication, les erreurs d'interprétation des Français. Toc. Alors, toutefois, bon, Otto Hahn, il va à Copenhague donc le 13 novembre 38, il rencontre Niels Bohr, et Niels Bohr et Lise Wagner lui disent non, ben non, nous on pense que tu te trompes, c'est pas possible, tu te trompes. Alors du coup, bah voilà, Otto Hahn il rentre chez lui en disant bon, quand même, personne ne me croit là, bon, il faut quand même qu'on regarde. Retour donc à Paris, Irène Joliot-Curie refait des expériences, reste sur son élément de 3,5 heures, et elle dit c'est du lantane, mais l'élément de Dossard 57. La première fois, on voit effectivement quelqu'un qui dit ah, je l'ai analysé, c'est les propriétés du lantane, c'est du lantane. Alors vous voyez, il est jugé poliment, mais quand même absurde par tous les autres. Nouvelle parenthèse, cette même semaine, donc,
Enrico Fermi va chercher son prix Nobel, il y a eu le prix Nobel cette année-là. Il va le chercher, puis là, bah, voilà, alors là, il fait son discours, il va dire une énorme connerie. Il dit, bah voilà, là, il se lâche, il dit, j'ai découvert 2 éléments, personne ne me croit, mais bon, l'Ontonium, il donne même des symboles. Alors, ce symbole-là, il existe aujourd'hui, mais pour l'Einsteinium, qui est l'élément 99. Et c'est une curieuse, d'ailleurs, remise de prix Nobel, parce que sa femme, Laura, qu'on va voir tout à l'heure, est juive aussi, et donc, il a la chance que Mussolini, qu'il aimait bien, l'autorise à aller chercher son prix Nobel avec son épouse et ses 2 enfants. Et entre-temps, il est cherché un point de chute aux États-Unis. C'est-à-dire que là, vous voyez, dans sa tête, là, il sait qu'il ne retourne pas en Italie. Il a pris juste 2 petites valises et puis ils partent comme ça, directement aux États-Unis. Et d'ailleurs, on va le retrouver tout à l'heure, puisque la piste de Fermi, c'est lui. Et voilà ce qu'il dit dans son discours Nobel, vous voyez. L'uranium et le thorium montrent une assez forte activité induite par un bombardement avec des neutrons. Donc vous pouvez le lire, hein, c'est sur Internet, ça, on le trouve. Hein. Et dans les 2 cas, la courbe de décroissance de l'activité montre que plusieurs nucléides radioactifs, avec des durées de vie moyennes différentes, sont produits. Jusque-là, c'est vrai. Nous avons tenté depuis le printemps 1934 d'isoler chimiquement ces nucléides responsables de cette radioactivité, avec pour conséquence que ces radioéléments ne sont ni des isotopes de l'uranium lui-même, ça c'est vrai, ni des éléments plus légers que l'uranium, ça c'est faux, évidemment, mais c'est écrit comme ça, hein, en dessous de l'élément de numéro atomique 86 qu'elle a. Nous avons conclu que ces radionucléides étaient à plusieurs éléments de numéro atomique, donc supérieurs à 92. Nous, à Rome, avons pris l'habitude, vous voyez, voilà, 93 et 94, Onium Esperium. Et alors là, ils mouillent, Otto Hahn et Lise Meitner, en disant, bah, eux, ils ont étudié attentivement et largement les points de désintégration d'uranium irradié, et ont pu retrouver parmi eux des éléments même jusqu'au numéro 96. Donc lui, c'est 93-94, et là, même, il dit, bah, eux, ça va jusqu'au 96. Je reviens, j'ai fermé la parenthèse, je reviens donc sur Irène Joliot-Curie et son radiolantane, ça c'est la même planche que tout à l'heure. Idée jugée poliment absurde par les autres, et vous voyez, il y a Otto Hahn qui se moque d'Irène, elle dit, ah bah Irène, tiens, elle vient d'inventer le curiodium. Ouais, c'est un gentil jeu de mots entre Curie et puis curieux, quoi. Hein. Ah bah tiens, il manquait plus que ça. Alors le problème, c'est que lui, il pense qu'il y a du radium. Mais ce radium, si vous voulez, quand on le produit, il est en quantité extrêmement faible. Et donc, en réalité, il faut un entraîneur, c'est-à-dire qu'il est forcément mélangé à un autre élément qui a à peu près la même chimie, comme le barium, stable. Donc c'est-à-dire que quand on le précipite, on met une énorme quantité de barium. Ce barium entraîne le radium quand vous avez fabriqué du radium, ou quand il y en a eu dans des minerais. Et puis ben, vous reprenez votre sel de barium, donc mélange barium plus radium, et si vous faites la radiométrie, c'est-à-dire si vous cherchez le rayonnement, ben vous trouvez forcément un rayonnement, et on pense que c'est le rayonnement du radium. Donc voilà pourquoi Otto Hahn a dit, ben, il y a du radium, puisque quand je précipite avec du barium, j'ai quelque chose de radioactif. Et donc il est tellement agacé qu'il dit, je vais montrer à Irène que c'est du radium et pas autre chose, et donc je vais séparer le barium du radium. Et comme ça, j'aurai mon barium stable d'un côté, j'aurai mon radium de l'autre côté, radioactif, et je vais lui montrer que j'ai un fer radioactif. Eh ben tiens, il n'a que du barium. Donc son barium est radioactif. Et son barium, il est au numéro 56. Alors là, Otto Hahn va, hein, et là il comprend plus rien. C'est un chimiste. Il comprend plus rien, et il trouve aussi en plus des signaux chimiques, vous voyez, qui correspondraient à des lanthanides ici. Et donc, ben, il écrit à Lise Meitner. On est, vous voyez, le 19 décembre 1938. Il se passe en effet quelque chose de tellement incroyable avec les isotopes du radium, entre guillemets, que nous te le disons qu'à toi. On peut les séparer de tous les éléments sauf du barium. Nos isotopes du radium se comportent comme du barium. Peut-être peux-tu proposer quelques explications fantastiques. Nous savons nous-mêmes que l'uranium ne peut vraiment pas donner du barium en éclatant. À l'époque, c'était impossible, quoi. Bon. Nous allons vérifier si les isotopes de l'actinium issus de la désintégration du radium se comportent non pas comme de l'actinium, mais comme du lantane. Sujet très délicat. Mais nous devons éclaircir tout cela.
réfléchis donc de ton côté, tu peux penser à une possibilité quelconque. Si tu pouvais proposer quelque chose que tu pourrais publier, oui, c'est ça qui est assez touchant, et bien, ça serait comme si on travaillait encore tous les trois. Nous croyons être ni devenus fous, ni frappés d'une quelconque affection. Donc vous voyez, on est encore là, voilà. Là, les chimistes, ils ont vraiment effectivement les propriétés de ces éléments beaucoup plus petits que l'uranium, mais c'est impossible, quoi. Et donc le 22 décembre, 3 jours après, c'est la publication, donc dans Naturwissenschaften, sur la mise en évidence et le comportement de métaux alcalino-terreux lors de l'irradiation de l'uranium par des neutrons. Et là, en accord avec Irène Curie, vous voyez, là, voilà, là on est d'accord, là, hein, ça y est, donc c'est bon. Et en tant que chimiste, nous devrions renommer le schéma proposé et mettre les symboles barium, lantane et cérium à la place de radium, actinium et thorium. En tant que chimiste. Mais en tant que, et c'est écrit comme ça entre guillemets, chimiste nucléaire, proche d'une certaine manière de la physique, nous ne sommes pas encore prêts à franchir ce pas, contraire à toutes les expériences connues à ce jour en physique nucléaire. Il sera encore possible, malgré tout, bon, on sent qu'il n'y croit pas vraiment, hein, mais là, il se protège des autres, hein, bon, qu'une série d'improbables coïncidences ait entaché d'erreurs nos résultats. Donc, la publication arrive, vous avez vu, on est le 22 décembre, hein, très proche de Noël. La publication donc arrive chez Lise Wagner, qui a invité son neveu, Otto Frisch, qui est un très très bon physicien nucléaire, qui a eu une grande carrière de physicien nucléaire ensuite, pendant très longtemps. Et elle a la publication de Otto Hahn et de Strassmann, et elle lui dit, parce qu'on l'a vu, lui il a raconté toute cette histoire, lis ça. Et donc, Otto Frisch lit ça, il dit, c'est que des conneries, quoi. C'est quoi ce truc-là? Il dit, j'ai travaillé 30 ans avec Otto Hahn, c'est un excellent chimiste, c'est quelqu'un de très sérieux, mais c'est aussi quelqu'un de très prudent. S'il écrit ça, c'est que c'est d'avoir une explication, mais c'est vrai. À nous de nous débrouiller, en tant que physiciens, pour trouver le truc. Et elle lui dit, c'était une belle soirée, une belle journée ensoleillée. Elle lui dit, écoute, allez, on met les skis, tu viens, et puis on réfléchit. Et puis, donc, ils discutent, là. Elle dit, à un moment donné, on s'assoit sur un sapin, et puis on commence à faire des calculs. Et alors, les calculs qu'on peut faire, c'est cela, c'est-à-dire que si, vous avez la formule d'Einstein que tout le monde connaît, hein, E égale MC2, si la masse que vous avez avant est plus grande que la masse que vous avez après, c'est qu'il y a de l'énergie qui se dégage. Or, quand vous avez une réaction et que l'énergie se dégage, c'est que la réaction est possible. Même si vous n'y comprenez rien, la réaction est possible. Donc, c'est le cas. Donc, c'est possible. Et après, quand on calcule cette différence de masse, on trouve à peu près 200 MeV, c'est-à-dire le cinquième de la masse d'un proton. Bon, et quand on fait le calcul autrement à partir des énergies de liaison des différents protagonistes, on retrouve aussi à peu près 200 MeV. Donc tout ça coïncide bien, comme si, effectivement, sous l'impact de ce neutron, eh bien, le noyau s'était cassé en deux pour faire deux noyaux plus petits. Comme en plus, il y avait un modèle du noyau qui s'appelle le modèle de la goutte liquide du Abet et Weizsäcker, eh bien, une goutte de liquide, elle peut se séparer en deux gouttes plus petites. Donc, c'est pas impossible. Même si on n'y comprend rien, c'est pas impossible. Et donc, vous avez vu, on est en Suède. Donc, Otto Frisch, en fait, rencontre Niels Bohr. Et Niels Bohr, on voit encore Otto Frisch qui dit, il se frappe le front, il dit, Niels Bohr dit, mais quels imbéciles on a été. Mais c'est magnifique, mais c'est exactement comme ça. C'est ça qui se passe. Et jusque-là, on n'a pas imaginé que ça pouvait se passer comme ça. Et donc, le 7 janvier 1939, vous voyez, Otto Frisch prépare son article pour Nature, et il en donne une ébauche à Niels Bohr, et Bohr dit, écoutez, dépêchez-vous de publier, parce que moi, je dois partir là aux États-Unis, je prends le bateau demain, je pars pour 6 mois, et vous faites votre publication, je vous promets, j'en parle pas, tant que la publication n'est pas sortie. Mais après, là-bas, aux États-Unis, voilà, on va vous aider, quoi. Donc il embarque ce 7 janvier 1939, donc pour New York,
avec un jeune physicien qui était Léon Rosenfeld, et une traversée qui dure 9 jours quand même. Donc, bon, ils étaient tous les deux. Ils allaient tous les deux à Princeton d'ailleurs. Et ben Niels Bohr lui raconte. Sauf que, alors ça c'est important pour la suite, hein, on en subit encore les conséquences aujourd'hui, hein, vous allez voir. Il oublie de lui dire, de tenir secret. Il oublie de lui dire, bon, tant que la publication n'est pas sortie, on n'en parle pas. Il oublie de lui dire. Donc, ils vont tous les deux, vous voyez, donc Niels Bohr, donc il va travailler avec Einstein, Wigner et Wheeler, et Rosenfeld, donc, bah, je vous dis, c'est un jeune, il a obtenu une bourse pour travailler là-bas. Et alors, arrivé donc à New York, il y a le couple Fermi qui attend Niels Bohr, parce qu'il lui a dit, bah écoute, voilà, tu restes quelques jours avec nous, on va te faire visiter New York, et il y a Wheeler qui attend Rosenfeld pour l'emmener directement en voiture jusqu'à Princeton. Et évidemment, puisqu'on lui a pas dit de tenir le secret, bah, c'est tellement extraordinaire que Rosenfeld, il en parle à Wheeler. Il dit, ah, dis donc, oh, tu te rends compte ce qu'ils ont trouvé là-bas en Europe, donc faut qu'on regarde ça. Alors évidemment, coup de tonnerre chez tous les physiciens américains, et puis on est, vous savez, dans la puissance de la recherche américaine, hein, en une journée, vous voyez, bon, tous les physiciens s'y mettent, et il y a Niels Bohr qui se ronge les sangs, quoi, sans arrêt, il appelle Frisch et Wagner en disant, mais qu'est-ce que vous foutez, la publication, elle n'est pas sortie, tout ça. Non, la publication va sortir que le 11 février 39. Sauf que, entre-temps, vous voyez, dès le 26 janvier 39, on a déjà une première conférence de physique théorique là-dessus. Fermi, donc, qui est à New York, participe à cette conférence. Et évidemment, il parle du problème de la fission. Et tout de suite, ils s'aperçoivent que, ben, en dehors des deux petits noyaux qu'il va y avoir, ben, il y a aussi une possibilité d'émission de neutrons. Et s'il y a une possibilité d'émission de neutrons, ça veut dire que ben, on peut multiplier cette réaction qui par elle-même développe une énergie considérable. Et donc on est dans l'hypothèse de la réaction en chaîne. Et alors ça c'est pour expliquer un tout petit peu effectivement ce problème. Le mieux c'est de voir le schéma qu'il y a derrière. Donc vous voyez le rapport neutron sur proton, quand vous êtes ici, il est de 1,56. Mais si vous faites des noyaux plus petits, il n'est plus que de 1,26. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de neutrons évidemment en excès. Donc ces neutrons, plouf, ils s'échappent. Hein, donc c'est ce que j'expliquais ici, vous voyez. Et en plus, bah, comme on est dans un milieu où on a ralenti les neutrons pour que la réaction se fasse, bah, ils sont ralentis aussi pour les suivants. C'est-à-dire que bah, on va pouvoir, à partir de là, faire des fissions, et puis multiplier ça, génération de neutrons, génération de neutrons. Donc, bah, ça veut dire qu'on peut très rapidement avoir une énergie fantastique, et qu'on peut réaliser une bombe atomique. Alors, tous ces raisonnements font partie des discussions entre physiciens, et puis bah, il y a les journalistes évidemment qui sont là et qui voient le scoop. Et vous voyez, dès le 28 janvier, alors la publication sortira qu'en février, 26 janvier, 28 janvier, le New York Times titre « Une explosion atomique libère 200 millions de volts », c'est-à-dire c'est les fameux 200 mètres de tout à l'heure. Hein. Et voilà pourquoi, la première fois qu'on parle évidemment de la découverte, c'est pour titrer sur la possibilité de construire une bombe, alors que, on va le voir, ça va être ma dernière partie qui sera plus courte, la première manifestation, en fait, cette énergie est obtenue dans une pile, et on a montré qu'on arrivait, en fait, à contrôler la réaction. Mais le premier, c'est le scoop des journalistes, et on est resté là-dessus. Donc, les neutrons, on finit effectivement par les découvrir de façon expérimentale. Jusque-là, on disait, c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs neutrons qui s'échappent, vu l'excédent. Ben si, ben on le mesure, vous voyez, entre 2 et 3,5 à chaque fission. Alors, c'est, vous retrouvez les mêmes, hein, Enrico Fermi, enfin les mêmes, plus d'autres. Ici, Léo Szilard, Anderson, et puis Joliot, Frédéric Joliot. Hein. On a parlé d'Irène, son épouse, jusque-là, on n'a pas vu apparaître Joliot. Donc voilà la réaction en chaîne, vous avez déjà vu ces schémas. Alors Niels Bohr, donc lui il est à Princeton, et alors c'est là que c'est lui qui découvre qu'en fait, dans l'uranium, il y a 3 atomes, en réalité il y en a 2 importants, le 238,
Mais c'est pas le 238 en fait qui fissionne lorsqu'on bavarde avec un neutron, c'est un autre isotope qui est le 235 qu'on vient de découvrir en 1935, et c'est lui qui subit la pression. Or, il n'est présent qu'à très peu dans l'uranium, 0,72%. Ça c'est Princeton. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de bombe tout de suite? C'est parce que dès le début, le problème de maîtriser la réaction était quasiment insurmontable. Vous voyez le cycle ici, hein. Voilà le cycle si vous voulez entretenir. C'est-à-dire qu'il faut que vous avez un neutron qui rentre dans un noyau d'uranium, ça se sépare comme ça, machin, ça se coupe en deux, ça vous donne des fragments de fission, plus des neutrons éjectés évidemment avec une grande énergie. Donc il faut les ralentir. Donc vous avez 2,5 neutrons lents. À partir de là, il faut en absorber 1,5 si vous voulez que pour 1 qu'il y avait au départ, il en reste 1 et que ça recommence. Eh bien, ce cycle-là que je viens de vous décrire, en fait, il dure 1/40 millième de seconde. Donc c'est extrêmement rapide. Hein. Et la mécanique ne réagit pas. Je vous ai mis derrière le schéma classique de pilotage d'un réacteur, même comme on le fait aujourd'hui. Hein. Voilà, vous avez le combustible qui est là. Et tout ça, c'est des barres de pilotage, c'est-à-dire qu'absorbent les neutrons, les 1,5 en trop. Et ça, c'est des barres de sécurité qui tombent s'il y a le moindre problème. Et donc, vous voyez, petit à petit, donc, et ça, c'est le ralentisseur, c'est de l'eau aujourd'hui. Hein. Le ralentisseur, c'est de l'eau. Et donc, on commence à relever les barres pour que les neutrons se développent. Mais jusqu'à obtenir la puissance de 100%, ça s'appelle la puissance nominale dans le réacteur. Et puis après, piloter le réacteur, c'est ça. Hop, je descends, je monte pour 1 au départ, j'ai 1 après et que j'entretienne la réaction. Bon, et au moindre problème, vous faites tomber les barres et puis vous faites tomber la puissance. Il reste quand même de la puissance thermique, c'est le problème de Fukushima, mais globalement c'est ça. Or, la mécanique ne réagit pas aux 40 millièmes de seconde. C'est pas possible. Donc, dès le départ, on s'est dit, peut-être moyen de piloter, mais c'est foutu. Hein. En revanche, faire une bombe, oui, effectivement, là, c'est possible, puisqu'on ne contrôle pas la réaction. Et vous voyez, les premiers brevets qu'a pris Joliot à ce qui s'appelait à l'époque, certes, le CNRS, mais la Caisse nationale de la recherche scientifique, c'est le premier dispositif, c'est écrit là, de production d'énergie, 1er mai 39, perfectionnement en charge explosive, 4 mai 39. Et voilà, les premiers brevets, c'est ça, hein, c'est pas ton directeur. Et alors, ce qui va changer la donne, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a quand même des gens ici qui connaissent un peu la physique de tout ça. Ce qui va changer la donne, c'est ce qu'on appelle les neutrons retardés. Et c'est ce monsieur-là, Richard Brooks Roberts, qui va les découvrir. En fait, son hypothèse sera confirmée à la fin de l'année 39, c'est-à-dire que parmi les fragments là, qui restent, il y en a qui sont encore tellement excédentaires en neutrons que... Mais après leur désintégration, ils vont aussi éjecter des neutrons. Ce qui fait que la durée de vie, il y a beau y en avoir que 0,65%, vous voyez, leur durée de vie, elle est beaucoup plus longue, entre quelques dixièmes et quelques dizaines de secondes. Et donc, en fait, c'est avec cela qu'on va piloter les réacteurs. Et dès qu'on a eu découvert ces neutrons retardés, ce qu'on n'avait pas jusque-là, on a su, effectivement, que ça allait être possible de pouvoir maîtriser cette réaction et donc de construire des réacteurs. Et c'est ce que va faire Enrico Fermi. Entre-temps, ce russe Flerov va montrer que la fission, c'est un phénomène naturel sur des noyaux comme l'uranium-238. Donc, mais pour l'uranium-238, vous voyez, un noyau sur 2 millions seulement. Hein. Mais bon, il a montré, voilà, dans la nature, il y a des noyaux qui fissent. Et donc, on en arrive, je n'ai pas regardé l'heure. Oui, ça va, je vais bientôt fini, c'est bon. Première manifestation de l'énergie fission, donc, la pile de Fermi. Vous n'allez voir que des schémas comme ça, parce que Fermi a interdit que l'on photographie cette expérience-là. Donc, on n'a que des schémas donc de ce pilotage. Alors, pour pouvoir faire un réacteur nucléaire, en fait, on a tous les acteurs qui sont en place. On sait maintenant que ça concerne qu'un isotope qui est en très faible proportion dans l'uranium. Comme il n'est pas question de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on dit qu'on enrichit, c'est-à-dire que
on met plus d'uranium 235 que c'est 0,72%, par des processus physiques, on arrive à enrichir. À l'époque, c'était pas possible. Donc ça voulait dire qu'il va falloir des énormes quantités d'uranium pour qu'il y ait au moins suffisamment de 235. Il faut ralentir les neutrons. Alors le plus facile à utiliser en grande quantité, c'est le graphite. Et évidemment, il faut qu'il soit pur pour que les neutrons n'aillent pas fichent de la radioactivité dans d'autres petits éléments qui se trouveraient par là. C'est pas si simple que ça. Hein. Il faut aussi, évidemment, savoir piloter, c'est-à-dire qu'il faut mettre des barres qu'on va piloter comme ça pour absorber les neutrons pour que, pour un qui a fait la réaction, j'en ai qu'un au bout du compte. Donc on connaissait déjà des propriétés, ce qu'on appelle neutrophages, c'est-à-dire qui mangent les neutrons du bord et du calvé. Et puis le pilotage, il est résolu grâce aux neutrons retardés. Maintenant qu'on est neutrons retardés, c'est bon. Donc les premières expériences se font à l'université de Columbia, New York. Mais il va y avoir deux découvertes qui vont un peu changer la donne. Je vais passer assez vite là-dessus, je ne vais pas vous embêter avec ça, je vais passer vite les planches qui suivent, je vous le dis ici. C'est la découverte, en fait, cette fois-ci, des éléments 93 et 94. Les vrais, hein, cette fois-ci, voilà. Vous voyez, il a fallu attendre ce moment-là. Et donc, très vite, on voit que le 93 ne peut pas fissionner, mais que le 94, c'est-à-dire le plutonium, peut fissionner. Et que mon uranium 238, on n'a pas parlé, peut produire du plutonium, et effectivement, ce plutonium fissionne et contribue à faire de l'énergie. Donc il va falloir en tenir compte. Aujourd'hui, dans un réacteur, même si vous ne mettez que de l'uranium, le tiers des kilowattheures qu'on tire dans un réacteur nucléaire ici à Flamanville, c'est dû au plutonium qu'a fabriqué l'uranium 238. Hein. Donc, et à la fin, il en reste encore. Donc je vais passer, pour gagner un peu de temps, je vais passer ça, voilà. Et on en arrive donc, on est en août 41, la première pile, alors sous-critique, ce qu'on appelle sous-critique, c'est-à-dire que on est encore en dessous, c'est-à-dire pour un neutron qu'a fait, je n'ai pas un neutron, donc je regarde ce qui se passe, c'est tout, je fais mes paramètres. Hein. Alors vous voyez, voilà, le premier empilement, il fait quand même 30 tonnes de graphite. Hein. Bon. Un parallélépipède de 2,6 mètres de côté, 3,3 mètres de haut, on voit bien hein, par rapport ici à cette personne. Il y a 8 tonnes d'oxyde d'uranium quand même dedans, hein, sous forme de petits blocs disposés en réseau. Une source d'uranium-beryllium, ça c'est pour avoir les neutrons au départ, pour amorcer. Hein. Et alors, on pouvait penser que c'est Fermi qui trouve le nom de pile et qu'il avait pensé à son compatriote italien Volta, hein, qui est le premier à faire la pile en fait, et c'était un assemblage là, de zinc et de je sais plus quoi d'ailleurs. Bon, et donc non pas du tout. Il dit j'ai entassé comme ça des briques, donc ça fait des piles de briques. Donc j'appelle ça une pile. C'est un peu le même esprit que Volta de toute façon. Alors il en fait plusieurs, vous voyez, la première, donc, alors un quotient de 0,83, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mis un neutron au départ, mais au bout du compte, vous n'avez que 0,83. Donc la réaction elle s'arrête. Bon. Alors, mais en revanche, ça permet d'affiner le facteur, la taille du réacteur, vous voyez. Donc optimiser la répartition de l'uranium et du graphite, remplacer l'oxyde d'uranium par de l'uranium métallique, le plus dense, et puis purifier pour voilà, pas avoir trop d'autres produits radioactifs. Et Fermi s'installe à Chicago. Et vous voyez, jusqu'à fin 42, il fait quand même quelques 31 expériences, hein, puisqu'on va arriver à la première qui est le 2 décembre. Et il perfectionne donc la formule de ce fameux K, le coefficient de multiplication neutronique, hein, le rapport entre le nombre de neutrons entre une génération et la suivante. Et c'est pour ceux qui connaissent un petit clin d'œil, c'est ce qu'on appelle la formule des 4 facteurs. Et j'ai trouvé les 4 facteurs en fait. Vous voyez, ils sont là. Voilà. Et donc là, on n'en dira pas plus. Et donc, février 42, donc, il fait une nouvelle pile qu'il appelle pile intermédiaire, car elle ne devait pas encore atteindre la taille critique. Il y a un problème à ce moment-là un peu ennuyeux qui se greffe, c'est que il y a eu les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Italie et lui il est italien. Hein. Donc depuis le 11 décembre 41, vous voyez, il est ressortissant d'une puissance ennemie en fait. Bon. Donc sa liberté de mouvement est limitée, son courrier est ouvert par la censure. Mais bon, il va quand même pouvoir continuer à travailler. Alors, il faut trouver un endroit assez grand, évidemment, pour assembler le matériel. Il faut quand même un vaste hangar. Et Fermi jette son dévolu sur un cours de squash
qui est installé sous les tribunes d'un stade de football de l'université, à Saxfield. Et alors on dit, vous allez voir quand même, on dit quand même, c'est quand même en pleine ville, hein, on n'a jamais fait ça, hein, on ne sait jamais. Il dit, bon, mais vous inquiétez pas, ça doit rester sous critique. Je veux juste affiner mes fameux paramètres, là, mes 4 facteurs, qui vont me permettre après de piloter la vraie pile. Alors voilà, en fait, le stade était désaffecté, parce que vous voyez quand même, l'équipe de l'université de Chicago, défaite cuisante, on peut dire défaite cuisante, hein. 0,47 face à l'université de Virginie, 0,61 face à l'université d'Ohio, 0,61 face à Harvard aussi, 0,89 face à l'université du Michigan. Donc du coup, en football américain, du coup, l'université avait dit bon allez, on arrête les frais, c'est bon, vu les succès qu'on a, vu toutes les piliers qu'on prend, allez, on arrête, et le stade était quand même désaffecté. Désaffecté, mais vous allez voir, il y a quand même du monde autour, quoi. Hein, bon, donc la pile qui devra véritablement montrer l'efficacité, c'est-à-dire avec un coefficient supérieur à 1, on a dit, elle, on va l'installer dans la forêt d'Argonne, une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Chicago, et donc la population peut respirer. Et donc il entreprend la construction de sa pile, mais en réalité, eh ben, il entreprend là, à cet endroit-là, parce que, vous voyez, dans le nouveau bâtiment, en fait, qui devait être terminé, alors ça nous console, nous, vous voyez, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des grèves, quand même. Il y a une grève des ouvriers qui a retardé l'achèvement, et c'était prévu pour le 20 octobre, et puis, ben non, c'est pas fini. Donc, il y a des discussions quand même entre savants en disant, ben, qu'est-ce qu'on fait Et Fermi dit, vous inquiétez pas, maintenant avec les neutrons retardés, il n'y a pas de problème, on maîtrise le truc. Allez, la deuxième, on la fera là-bas, donc on l'appellera CP2, hein, Chicago Pilote tout. Donc, mais la première, allez, on y va, et on la fait là. Donc cette fois-ci, les dimensions, vous voyez, ont augmenté, hein, 7,8 mètres de large, haute de 6,2 mètres, 50 000 briques de graphite, 485 tonnes de carbone, avec à l'intérieur 6 tonnes d'uranium pur et 36 tonnes d'oxyde d'uranium. Et Fermi donc avait calculé qu'avec cette masse de graphite qu'il y a là, on aurait pu offrir un crayon à chaque habitant de la Terre. Alors j'ai vérifié, vu le nombre d'habitants qu'il y avait à l'époque, hein, c'est vrai. Ça serait plus vrai aujourd'hui, mais c'était vrai. Donc les barres de contrôle sont en cadmium, qui absorbent très bien les neutrons, et la construction, donc, elle est achevée le 1er décembre. L'expérience va avoir lieu le 2 décembre. Voilà, ça c'est à peu près la même que tout à l'heure, mais en couleur. Alors, vous avez ici le brave physicien dont la mission va être véritablement de piloter le réacteur, d'enfoncer ou de retirer la barre de cadmium. Sous les ordres de Fermi, qui est ici, avec sa règle à calcul, qui fait les calculs au fur et à mesure qu'il retire un peu, qu'on regarde donc l'intensité neutronique. Vous avez tous les autres, évidemment, qui regardent, et vous en avez ici, qui sont chargés, si jamais il y a un bobo raté, avec une hache pour couper la corde qui retient le truc, pour que ça se cherche tout et que ça arrête la réaction, si jamais il y avait des problèmes. Donc voilà le décor. Alors, l'histoire dit qu'il était sur sa règle à calcul. À l'époque, ça se faisait la règle à calcul, hein, évidemment. C'est les anciens ici qui ont manipulé les règles à calcul, je sais. Donc, il était avec sa règle à calcul, il faisait ses calculs. Il paraît que ses doigts pianotaient à une vitesse absolument terrible. Et puis, il disait, bon, allez, encore un pouce. Alors, l'autre, il tire un pouce, crac, il regardait, il refaisait ses calculs, etc. Et donc, juste avant, il paraît qu'il avait l'habitude de ça, ce qui agaçait évidemment tous ceux qui travaillaient avec lui. Juste au moment où on dit, bon, allez, ça va être bon là, tout ça, il dit, bon, non, allez, on va déjeuner, c'est l'heure, on va déjeuner, on fera ça après. Bon, alors voilà, donc ils reprennent après, et le seuil critique, vous voyez, est passé à 15h20. Et là, vous allez voir d'ailleurs le flux de neutrons dans un instant, donc il se met à augmenter, tout ça, exponentiellement. Pendant 28 minutes, il laisse la réaction se développer. Et puis d'un seul coup, il dit, bon, allez, c'est bon, on en a assez, tu remets la barre complètement. Et puis, bah, voilà, le compteur de neutrons s'arrête et la réaction est stoppée. Alors voilà donc l'intensité de neutrons qui est là. Alors vous voyez, ça commence ici, on commence à relever les barres.
Alors on sent tout ça, si vous voulez, c'est du... Ah, on sent que ça, voilà, ça hésite un peu, donc là on n'est pas encore critique. D'un seul coup, là, ça monte encore un peu plus, vous voyez jusqu'ici. Alors là, ça redescend complètement, mais en fait, c'est qu'on a changé la sensibilité en fait, de l'appareil. Donc en réalité, ça continue à monter, mais évidemment, ça va, parce que c'est plus la même échelle. On voit ici pas mal de petites étations, et ici, voilà le flux neutronique sur 28 minutes. Donc il monte effectivement de façon exponentielle. Et là, Fermi dit, allez, on arrête, et ça redescend. Voilà. C'est ça, ici, qui montre la maîtrise, en fait, de cette réaction. Donc la démonstration était faite qu'une réaction donc en chaîne continue et contrôlée était possible. La valeur de K, vous voyez, elle est bien légèrement, pas beaucoup, mais c'est pas grave. Hein. Il valait mieux que ce soit pas beaucoup. 1,306 ici, mais c'est bon, c'est plus que 1. En revanche, une puissance, effectivement, très très faible, qui est 200 watts, c'est-à-dire c'est quasiment rien. Alors il y avait Eugène Wigner, qui a un autre prix Nobel, avait dit à Fermi, j'ai une bouteille de Chianti pour toi, le jour où tu réussis ta première réaction en chaîne. Donc il a apporté la bouteille, vous voyez, qui est signée de tous les savants, là, et ils se sont partagés la bouteille. Il y a un autre message très connu de Compton à James Conant, qui est celui-ci. Alors on voit pas bien en haut, le navigateur italien a abordé, c'est pour Fermi, hein, a abordé le rivage du Nouveau Monde et il a trouvé les indigènes amicaux. Le monde est plus petit qu'il le pensait. Donc CP1 est démonté, après puis on reconstruit donc un peu différemment, donc tout le long de CP2 à Argonne, à l'écart de Chicago, et là vous voyez la deuxième déjà c'est 100 kW, on était à 200 et là on est à 100 000. Et ça bah, c'est ma dernière diapo, c'est la pierre qui reste en Argonne en disant, vous voyez, ici se trouvait le premier réacteur nucléaire au monde, construit donc lui en 1943, parce que c'est CP2, là. Donc c'est ici CP2, puis CP3, voilà. Et puis il y a d'autres bornes où il y a marqué interdiction de creuser quand même, parce que ça doit avoir été démantelé, on ne sait jamais. Voilà. Derrière, sur cette fameuse classification périodique dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, voilà, vous avez tous ces savants à qui on a donné donc le nom d'éléments. À la case 96, donc c'est le curium pour les Curie. À la case 99, c'est Einstein, donc l'élément s'appelle Einsteinium. À la case 100, c'est pour Enrico Fermi. À la case ici, donc 104, c'est Rutherford. Donc c'est Rutherfordium, c'est des noms un peu compliqués, hein, mais bon. Là c'est Cyborg, donc Cyborgium c'est 106. Alors c'est plus vrai aujourd'hui, hein, parce que celui-là s'appelle Oganesson, de Yogi Oganesson, qui est toujours vivant. Mais à l'époque, c'est la première fois qu'on attribuait le nom à quelqu'un qui n'était pas mort. J'ai participé à cette époque-là à cette commission qui est l'UPAC, qui décide du nom des éléments, et je me souviens de la discussion. Tout le monde était d'accord pour donner le nom d'un élément pour Cyborg, puisqu'elle avait quand même découvert le plutonium et d'autres éléments. Et l'argument des collègues, c'est de dire, ah bah oui, mais on peut pas, il est pas mort. Alors il dit, bah, vous inquiétez pas, ça va bien lui arriver un jour. Et je suis parti, j'avais droit à 2 mandats, puisqu'on ne peut pas faire plus. Donc je suis parti comme ça, il n'y avait toujours pas de nom. Mais après, bon, voilà, l'équipe suivante a quand même accepté, et il n'était pas encore décédé, vous voyez, il montre ici. Voilà, c'est quand même assez chouette de pouvoir voir son nom donner un élément de la classification. Il n'y en a pas tant que ça quand même. Hein. Alors ici, eh bien, vous avez donc le borium avec Niels Bohr, dont on a parlé tout à l'heure. Lise Meitner, donc Meitnerium, c'est l'élément 109. Flerov, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tiens, pourquoi ça a sauté là? Flerov, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est le flérovium. Donc il y a les autres dont je ne vous en ai pas parlé. C'est d'autres noms, mais je ne vous ai pas parlé d'eux parce qu'ils ne sont pas intervenus dans cette histoire. Mais oui, il y en a quand même pas mal. Voilà, ça c'est pour la biblio. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, donc ça va, j'ai pas dépassé l'heure, c'est bien. C'est la première fois que je fais cette conférence, c'est pour ça que je me teste un peu. Hein. Donc voilà, donc je suis content de voir que j'avais respecté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc ceux que ça intéresse, dans les livres j'en ai parlé tout à l'heure, la classification périodique, faut que je fasse un peu de pub, j'ai mon président qui est là, donc
Donc voilà, c'est 20 € chaque livre. Si vous avez 20 € ou un chèque de 20 € pour notre trésorier, vous nous donnez votre adresse et on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Si vous avez confiance que pour les 20 €, on va quand même vous envoyer le livre. Frais de port gratuit, d'accord? Oui. Frais de port gratuit. Voilà. Donc celui-ci, dans le 69, il y a l'histoire que je viens de vous raconter là, découverte de la radioactivité et la pile de Fermi. Et dans celui-là, c'est toute la classification de tout à l'heure. Il y a toute l'histoire de la découverte de ces éléments un par un. Il y en a 118 quand même. Hein. Bon, donc il y en a 120 pages. Hein. Bon. Élément par élément, mais c'est des histoires qui ne suivent pas, donc vous pouvez en lire un et puis lire l'autre plus tard. Hein. C'est pas comme un roman policier, c'est pas grave. Hein. Bon. Et donc voilà, si vous voulez, voilà. C'est un petit peu plus. Oui. Jacques, est-ce que tu as une idée de comment Fermi a financé ces piles? On est en période de guerre. Oui, bah, il y a c'est quand même américain. des tonnes de graphines. C'est le gouvernement américain. Ouais. Oui. Ils avaient derrière la tête quand même la bombe. C'est clair. C'est le projet Manhattan. En fait, ça faisait partie des crédits du projet Manhattan. Les crédits ont pas eu de mal finalement. Non, il n'a pas eu de mal. Non. Oui, à Moscou, j'ai vu l'Institut Kourtchatov et l'autre pile un peu du même genre. Elle se situe comment par rapport aux travaux de Fermi? Alors, bah, forcément plus tard, mais je ne sais pas quand, honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'il a prétendre presque contemporaine. Oui, ça ne doit pas être très loin, puisque... Mais les Russes étaient quand même là-dessus plus en retard, même que les Allemands. Hein, Oui. parce que les Allemands aussi préparaient, on a vu à la fin de la guerre, hein, qui préparaient... Alors, bon, les experts qui sont allés ont dit non, ils en étaient loin. Parce qu'en fait, les meilleurs savants, enfin, non pas les meilleurs, c'est pas gentil pour ceux qui sont restés, mais beaucoup des savants allemands étaient juifs ou une épouse juive un peu et étaient partis aux États-Unis. Hein. Et ceux qui sont restés ont reconnu, comme Weizsäcker, là dont j'ai parlé tout à l'heure, lui il est resté, Otto Hahn est resté, il le dit lui-même, il dit mais on n'a pas fait trop de zèle, quoi. On n'avait pas envie de faire du zèle. Il fallait bien qu'on travaille parce que on n'avait pas envie de faire du zèle. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la pile française Zoé? Alors Ouais, Zoé, Zoé c'est plus tard. Donc Zoé, c'est après. Alors, je crois que c'est 48 ou quelque chose comme ça. Donc c'est une pile qui est devenue maintenant un musée, musée du CEA, Fontenay-Rose. Donc c'est toujours à l'endroit où c'était. Et Zoé, donc c'est Kowarski qui raconte ça, qui était un des créateurs du CEA. Donc Léo, c'est Léo Kowarski, et il racontait toujours que, en fait, ses parents, ils voulaient une fille et ils voulaient l'appeler Zoé. Et qu'ils avaient eu un garçon, alors il avait appelé Léo, de pas très loin, bon. Et il dit du coup, pour faire plaisir à mes parents, on a appelé la pile Zoé, alors il disait, le Z c'est pour zéro énergie, parce qu'il n'était pas question de faire de l'énergie là, on voulait juste faire la réaction chaîne. E pour eau lourde, parce que ça c'était effectivement la nouvelle caractéristique de cette pile-là, et O pour oxyde d'uranium. Donc O pour oxyde d'uranium et E pour eau lourde. Donc si je fais Zoé dans le bon sens, ça ne passe pas zéro. Hein. Donc Zoé, donc c'est ça. Donc, c'est zéro énergie, oxyde d'uranium, eau lourde. Voilà. Et on est en 48, je crois, fin de l'année 48, il me semble. J'avais quelque part, mais ce n'était pas l'objet ici. Donc le même schéma, hein, le même schéma de neutronique, pareil. Donc oui, c'est un 12 décembre, 12, donc ça va être 12-48. Et ça se visite. Et ça se visite. Ah oui, là, oui, c'est devenu un musée, ça se visite. Bien que ce soit à l'intérieur du... Alors c'est pareil, à l'époque, c'était quand même ce qu'on appelait le fort de Châtillon. Bon, parce qu'aujourd'hui, on se dit, il y a du monde partout autour, quoi. Oui, mais à l'époque, non. Enfin, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus désertique qu'aujourd'hui. Hein. C'est pareil à Saclay. Quand on a voulu faire Saclay, Joliot disait qu'il avait cherché un endroit complètement désert, quelque part, voilà, et il avait trouvé, quoi, un endroit complètement désert. Aujourd'hui, quand on va à Saclay, c'est loin d'être désert. Hein. Mais à l'époque, c'était le raisonnement. Et ce qui était amusant, c'est bien une réflexion de femmes, ça je vais dire dans le bon sens. Hein, s'il y a quelque chose sur les femmes, forcément, il faut que ce soit dans le bon sens, je vais me faire rigoler. Le premier truc qu'elle avait dit quand elle avait visité avec Joliot, il a dit et puis là, donc on va mettre ce bâtiment pour les piles, et puis là, elle a dit, tu sais ce qu'on va faire d'abord? On va planter les arbres. Parce que c'est ce qui va être le plus long à pousser.
Oui. Est-ce qu'on sait expliquer la différence entre les périodes? Pourquoi c'est si différent entre les éléments? Alors, la réponse est oui et non. Oui et non. Il y a des fois, effectivement, on comprend bien. En gros, plus le noyau est instable, plus les casse-gueules, et plus il va vouloir se transformer très très vite. Hein. Donc, quand vous êtes très très loin de la stabilité, on comprend que les périodes soient très courtes. Des fois, même inférieures à la seconde, même moins que ça. Hein, parce qu'ils sont effectivement très instables. Et puis, plus vous vous rapprochez de la stabilité, la tendance, c'est quand même de devenir, voilà, d'avoir des périodes qui sont de plus en plus longues, des fois en millions, voire en milliards d'années. Et puis, en revanche, il y a des fois, pourquoi celui-là, par exemple, qui est juste avant la stabilité, il a une période en minutes, alors que l'autre, il va l'avoir en milliards d'années. Ça, il y a parfois l'explication quand même. Vous la trouverez dans mes livres, d'ailleurs, de mon manuel de radioactivité, il y a la réponse. Mais il n'y a pas la réponse pour tout. Mais voilà, il y a des tendances qu'on connaît bien, mais quand même. L'apparition de tous ces radionucléides, nombreux et variés, et les derniers identifiés maintenant, ont fait apparaître la médecine nucléaire. Oui. À quel moment ça s'est déclenché? Le prix Nobel des Joliot-Curie, donc 1935. Dans son discours, si vous voulez, c'est la découverte des Joliot, c'est le dernier stade. Hein. Le premier stade, c'est Becquerel qui trouve un phénomène qui concerne l'uranium, les rayons uraniques. Bon. Et puis le deuxième stade, c'est Marie Curie qui découvre qu'en fait, pas du tout, ça concerne 7 éléments. Depuis l'uranium jusqu'à ce qu'on arrive aux éléments stables, le plomb et le bismuth, qui sont des dossards 82 83. Bon. Donc, et ça s'arrête là à l'époque. Il a dit, bon ben voilà, ce phénomène, c'était parce que les noyaux ils sont trop gros, ils sont instables, et puis ils se désintègrent jusqu'à ce qu'on ait la stabilité. Mais si à l'époque on avait dit, oui mais vous pensez que du fer ça puisse être radioactif, ou que on vous aurait dit, mon cher ami, cela va contre les plus grands principes de la raison. Hein. Et ce sont les enfants qui vont démontrer que ce phénomène de radioactivité touche l'ensemble des éléments, tous, du premier, l'hydrogène, jusqu'au dernier. Et à partir de là, dans son discours Nobel, 1935, Madame Curie dit, donc Madame Joliot-Curie, Irène Joliot-Curie, dit, eh bien voilà, on a maintenant des radioisotopes pour tous les éléments, et on va pouvoir utiliser la propriété particulière qu'ont ces radioisotopes, mais qui n'ont pas les éléments stables, d'émettre un rayonnement, et donc on va pouvoir suivre le comportement d'un élément à l'intérieur d'une enceinte fermée. Cette enceinte fermée, ça peut être le corps humain, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Donc, et elle dit, la fin de son discours, elle dit, et d'ailleurs, il ne sera pas nécessaire d'utiliser de grandes quantités de ces radioisotopes, donc de radioactivité. Tout cela dépendra de la sensibilité de l'appareil détecteur. Et donc, le temps passant, les décennies passant, plus ça va, moins on en utilise. Je pense qu'on en utilisait plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais voilà. Plus la sensibilité de ces détecteurs augmentée, et moins il faut d'éléments. Et aujourd'hui, avec des fifres-là, on arrive effectivement à détecter. Donc vous voyez, dès 1935, la réponse c'est ça, c'est 1935. Alors que la découverte, elle est de 1934, donc ouais, ça a été très vite. Et très vite, on s'est aperçu que voilà, c'était une propriété de tous les éléments. Quoi. Et qu'en réalité, après le Big Bang, on avait fabriqué tout ça. Tout était possible, vous pouvez fabriquer tout. Sauf que, comme ils avaient justement des durées de vie très courtes, et qu'on se retrouve 15 milliards d'années après, il ne reste que les stables, ou ceux qui ont des durées de vie tellement longues, qui chiffrent en milliards d'années, qu'il en reste encore aujourd'hui. Depuis la création de la planète, la radioactivité de la Terre, radioactivité naturelle, a diminué d'un facteur 4,4. C'est-à-dire si on a une base 1000 aujourd'hui, elle était de 4400 il y a 4,5 milliards d'années. Tout simplement parce qu'on a perdu de l'uranium, on a perdu du thorium, on a perdu du potassium 40, voilà, parce que ces périodes longues diminuent. Donc la radioactivité décroît. Ce qui explique qu'il y a eu des retours naturels il y a quelques millions d'années qui sont au clos. Alors oui, ça c'est assez intéressant. Donc on a découvert, je raconte d'ailleurs dans le livre, je continue de faire de la pub, président, ce réacteur,
on a, à un moment donné, si vous voulez, on exploitait donc des mines au Gabon, à Oclo, et on trouve des teneurs en uranium. Vous savez, la teneur en uranium 235, tout à l'heure, c'est 0,72%, en fait 0,718. C'est la même sur la Lune, enfin, voilà, la teneur, elle ne bouge pas. Elle est liée à une période plus courte, d'ailleurs, que l'uranium 238. Et là, on trouve moins, on trouve des 0,6, on trouve des 0,4, on dit, c'est pas possible, quoi. Alors du coup, bon, on refait les mesures et tout, et puis bon, bah oui. Et donc, on va sur place. Alors, le réacteur d'Oclo, c'est une grosse poubelle, hein. C'est pas un truc absolument énorme, hein. Donc, c'est une grosse poubelle. Et là-dedans, en fait, on trouve une teneur, non pas en produits de fission, tu l'as dit tout à l'heure, mais des descendants ultimes de ces produits de fission, c'est-à-dire les éléments stables qui correspondent à ces produits de fission au départ, une teneur qui est beaucoup plus forte qu'on s'attendrait dans la nature. De là germe l'idée, on fait les calculs très vite, en disant, bah, il y a 1,9 milliard d'années. La teneur, en fait, en uranium 235, c'est là qu'on voit qu'on n'a rien inventé, elle était à peu près de 3,5, puisque ça continue à diminuer. Aujourd'hui, on est à 0,718, mais à l'époque, on était à 3,5. Ce qui correspond à la teneur, pas toujours, mais en tout cas pendant très longtemps, dans nos réacteurs nucléaires. Maintenant, on enrichit un petit peu plus que ça, mais 3,5%. À l'époque, c'était un milieu où il y avait beaucoup d'eau, donc de modérateurs, ralentisseurs de neutrons. Et on dit, ben voilà, la réaction nucléaire s'est déclenchée toute seule. Ce qu'on appelle un réacteur nucléaire naturel, effectivement. Et alors, on dit que nos réacteurs, hein, ils peuvent durer 60, 80 ans, etc. Là, ça a duré en une période entre 500 000 et 1 million d'années. On est loin du compte. Hein. Parce que, voilà, parmi les produits de fission, vous en avez qui absorbent les neutrons. Donc, quand donc la réaction se développait, puis bah, on produisait ces neutrophages-là. Donc, du coup, bah, il y avait moins, l'intensité de neutrons diminuait, mais ces neutrophages, dès qu'ils avaient absorbé le neutron, ils n'étaient plus neutrophages. Donc, ils diminuaient aussi, donc la réaction repartait, et donc on a eu comme ça, effectivement... Et puis l'eau s'évaporait également. Et l'eau s'évaporait aussi. Mais ça a duré très longtemps. L'eau sont condensées, etc. Et les produits de fission, on les a retrouvés sur place. Or, ils étaient ni conditionnés, ni vitrifiés, ni rien. Hein donc, alors pour vous raconter la petite histoire, juste 5 minutes comme ça. Quand vous vous présentez pour devenir professeur titulaire de chaire au conservatoire, vous faites comme à l'académie, vous faites une campagne. D'abord auprès de vos futurs collègues, pour dire qui vous êtes, ce que vous venez faire, pourquoi vous devez faire, etc. Et puis une fois que ce premier vote donc, est passé en votre faveur, ainsi que le vote du conseil d'administration, ça va à l'académie, parce que c'est l'académie qui tranche en fait. Et donc là, bah, vous refaites la campagne à l'académie, et notre président de conseil d'administration, qui était aussi à l'académie, puisqu'il était chancelier de l'institut, c'était M. Bonnefous, donc il me reçoit évidemment un soir au Sénat, voilà, cher ami, vous êtes candidat, donc on commence à parler. Alors, déjà, il me pose une question qui était assez intéressante. Expliquez-moi, expliquez-moi, pourquoi on dit que les rayonnements, ça donne le cancer, alors que les rayonnements, ils soignent le cancer. Alors, on m'avait dit, une fois tu lui dis monsieur le sénateur, une fois monsieur le ministre, une fois monsieur le chancelier, puis tu recommences. Monsieur le sénateur, voilà, expliquer, si on ne parlait pas de la même chose, de la même dose, de la même cible et tout. Ah bon. Et puis après, on parle des produits de fission, et je lui dis, ben, vous voyez, il y a 1,9 milliard d'années, il y a eu un réacteur naturel qui s'est... Et alors, il me dit, oh, mais alors, les dinosaures, ils ont été drôlement irradiés. Alors, j'ai dit, je m'en sors comment, là? J'ai dit, ben, monsieur le président, à cet endroit-là, à cette époque-là, il n'y avait pas de dinosaures. Ah, vous me rassurez. Ouf. Si, hein, ça se passe, quoi. Bien. Ah bon, on va lever la séance s'il n'y a plus de questions. Ah bah voilà, c'était là. Merci pour votre attention. Voilà. Oui.